Inflexible, Gilei persiste dans ses efforts, avertissant Lucina du danger qu'elle courait en portant l'enfant d'un dragon gardien. Il élève la voix, une douleur atroce qui engloutirait tout son être. Perplexe, Lucina cherche des éclaircissements en exhortant Gilles à expliquer le sens de ses mots. S'arrêtant brièvement, l'expression de Gilles se transforme en un sourire narquois alors qu'il sonde Lucina, insinuant que Haken lui a caché la vérité depuis le début. Dans une autre aile du palais, Adair brandit une flèche, menaçant de tuer quiconque oserait s'approcher du corps sans vie de Raken. Les gardes tremblent de peur. Ici, Adair reconnaît la flèche noire comme l'arme même qui a coûté la vie au dragon. La même flèche qui symbolise maintenant la disparition de Raikkan. Malgré son état tremblant, Adair insiste avec insistance sur le fait que Raikkan est simplement en train de dormir, convaincu qu'il se réveillera une fois de plus. Se précipitant aux côtés de sa mère, Hakon l'appelle, tentant désespérément d'apaiser ses émotions croissantes. Il supplie Adair de laisser tomber son attachement à Raikkan. Cependant, la fureur d'Adair s'intensifie brusquement, accusant Hakan d'être le seul responsable de la mort de Raikin. Hakan est abasourdi, dévasté d'entendre de telles accusations de la part de sa propre mère. Alors qu'il sombre dans le désespoir, les autres gardes tentent frénétiquement de raisonner Adair, lui rappelant que Raikin a été victime de l'attaque du tueur de dragons. Pourtant, toujours consumé par la rage, Adair se rapproche, proclamant que ce sont les actions de Hakon qui ont conduit à la disparition de Raikkan et exprimant son désir de le voir périr également. Alors que l'esprit de Lucina s'emballe de doutes sur l'honnêteté de Hakon, Gilei fournit des explications supplémentaires. Il révèle que les femmes qui deviennent les compagnes des dragons gardiens ressentent une douleur atroce et connaissent souvent une fin tragique, seules quelques chanceuses survivant par pure chance. Lorsque ces femmes tombent enceintes, la majorité d'entre elles souffrent d'une agonie mortelle qui finit par leur coûter la vie. Gilei spécule également que Hakan a amené Lucina, une femme de Brian, comme épouse pour éviter de causer du tort et la mort parmi son propre peuple à Tayar. Accusant Hakan de cacher la vérité, Gilei suggère que les intentions de Hakan étaient d'éviter de compliquer la situation. La déception de Lucina s'accentue en entendant ces révélations de Gilei, qui la rassure en lui disant qu'elle ne doit pas mal interpréter les intentions et les actions de Hakan à son égard. La situation s'envenime lorsqu'Adar plante la flèche noire dans la poitrine d'Hakan, intensifiant la tension. Aux côtés des gardes qui retiennent Adair pour éviter qu'il ne soit davantage blessé, l'un d'eux appelle un prêtre pour préparer de l'eau bénite pour Hakan, exprimant son inquiétude pour son bien-être. Malgré la douleur qu'il endure, Hakan reste abasourdi par les actions de sa mère. En repensant à son enfance, Hakan se souvient d'une époque où Adair, sa mère, l'a poussé à imiter son frère Rakan, croyant que cela lui apporterait du réconfort. Adar a caressé affectueusement la tête de Hakan, mais lorsque Rakan a déclaré avec assurance qu'Hakan pourrait le remplacer au combat, Adar l'a réprimandé pour avoir prononcé de tels mots à un enfant. Adair a fait comprendre que Rakan et Hakan n'étaient pas les mêmes et a souligné le rôle de Regan en tant que grand roi qui a unifié Tayar. Le jeune Hakan a entendu ces mots et a ressenti un mélange de tristesse. Dans le présent, le prêtre s'occupe de la blessure de Hakan, rassuré qu'elle n'est pas grave. Hakan se lève alors et s'en va, demandant à être seul et ordonnant à personne de le suivre. Pendant ce temps, les larmes coulent sur le visage de Lucina alors qu'elle contemple les mots prononcés par Gilles. Avec un effort déterminé, elle essuie ses larmes et rassemble son courage, résolue à affronter Hakon directement. Cependant, Gilei reste sceptique, doutant que Hakon révèle la vérité étant donné que c'est lui qui a enlevé Lucina à Brian. Sans se laisser décourager, Lucina affirme fermement qu'elle ne peut pas placer sa confiance en Gilei, quelqu'un qu'elle n'a rencontré qu'une seule fois, et il est possible qu'il tente de la tromper. Elle se détourne de Gilles et s'éloigne, le laissant derrière elle. Alors que Haken marche seul vers sa chambre, il s'arrête soudainement en entendant Lucina l'appeler par son nom. Lucina, à bout de souffle, informe Haken qu'elle a quelque chose à lui demander. Cependant, son attention est rapidement attirée par la cicatrice sur la poitrine de Haken, et elle exprime son inquiétude pour son bien-être. Évitant le contact visuel, Haken détourne le visage et informe Lucina qu'il n'est pas en état de parler pour le moment.
Tendrement, il pose sa main sur l'épaule de Lucina et lui conseille de partir et de garder leur conversation pour plus tard. Refusant de reculer, Lucina saisit fermement le bras de Hakon et l'exhorte à attendre, insistant pour soigner sa blessure. Mais alors que sa main s'approche de la blessure de Hakon, il l'intercepte, disant fermement à Lucina d'arrêter. Il déclare avec détermination qu'il ne souhaite pas parler. Il prétend que ce n'est pas difficile à reproduire et qu'il serait prêt à faire ces choses pour elle si c'est ce qu'elle désire. Rougissant, Jill fait l'éloge de Lucina, la qualifiant de belle et adorable. Il partage que la première fois qu'il a posé les yeux sur elle, il pensait qu'elle était une déesse venue le sauver. Tendant la main, Jill déclare son intention de la protéger et propose une évasion ensemble. À l'intérieur. Dans sa chambre, Hakan cherche du réconfort en consommant le vin du taillard. Le serviteur est sur le point de l'informer de Gareth, mais avant qu'elle ne puisse finir, Hakan éclate de colère, lui ordonnant d'empêcher quiconque d'entrer. De manière inattendue, Turin se matérialise, demandant s'il peut entrer dans la pièce. Se ressaisissant, Hakan s'enquiert des intentions de Turin. Turin révèle qu'il a appris du prêtre qu'Hakan a abandonné le traitement prématurément et boit maintenant malgré la blessure non cicatrisée. Cependant, Hakan semble irrité, affirmant qu'une simple égratignure ne tuerait pas un dragon. En réponse, Turin change d'expression, exprimant son inquiétude et soulignant que la flèche noire pourrait s'avérer bien plus néfaste si elle n'était pas traitée, capable de tuer même un dragon gardien. Élevant la voix, Hakan exige de savoir ce qu'il doit faire, insinuant que Téran désire que Hakan incarcère sa propre mère. Étonnamment, Téran accepte et propose une alternative à l'emprisonnement, suggérant qu'Ader soit banni dans la vallée de feu. Il cite la proclamation précédente d'Ader de tuer le dernier dragon gardien, ce qui implique qu'elle désire la mort d'Hakan. Téran divulgue en outre qu'il a reçu des nouvelles de l'exil imminent d'Ader dans la vallée de feu. Évitant le contact visuel, il explique qu'Ader a passé toute une décennie à insulter le corps du défunt roi et a récemment menacé la vie du roi actuel, incitant les anciens à agir. Enragé, Hakon lance la bouteille, la brisant en fragments. Furieux, il proclame qu'Ader est sa mère et rejette les paroles de Turan comme insensées. Turan maintient un ton calme, soulignant qu'Ader ne peut plus remplir ses devoirs de mère du roi, exprimant « Hakan exprime ses remords ». Il implore Hakan de ne plus protéger Adar et de prendre une décision rationnelle. En réponse, l'épée d'Hakan se dirige vers le visage de Turan, menaçante. Dégainant la lame, Hakan ordonne à Turan de partir ou de faire face à une mort certaine. Turan s'incline rapidement, signalant son intention de laisser Hakan tranquille. La nouvelle alimente encore plus la fureur d'Hakan, mélangeant chagrin et rage face au sort de sa mère. Il déchaîne sa colère sur les objets à proximité, les faisant se briser et se disperser dans le désordre. Soudain, sa blessure à la poitrine réagit, mais Hakon l'ignore, consumé par une profonde tristesse. Il se demande comment sa mère trouverait du réconfort si c'était lui, et non son frère, qui périssait aux mains du tueur de dragons. Les larmes coulent sur son visage, alors que la douleur devient insupportable, et Hakon s'effondre sur le sol, incapable de contenir plus longtemps son angoisse. Pendant ce temps, Gilles tente de persuader Lucina de s'échapper de cet endroit avec lui, mais il ne reçoit aucune réponse, à l'exception de l'expression déconcertée de Lucina. Elle trouve étrange que malgré les compliments de Gilles, ils ne parviennent pas à susciter une réaction émotionnelle ou un bonheur en elle. Cependant, lorsqu'elle entend des mots similaires de la part d'Hakan, cela semble déclencher une réponse passionnée en elle. Soudain, Lucina se lève brusquement et informe Gilles qu'elle a l'intention de rendre visite à Hakan. Malgré les remarques négatives de Gilles sur Hakan, déclarant qu'il n'est pas meilleur pour ne pas lui avoir dit la vérité, Lucina détourne le regard et exprime son inquiétude pour le bien-être de Hakan, reconnaissant la douleur qu'il doit ressentir. Sans hésitation, elle laisse Gilles derrière elle. Dans la chambre d'Ader, Ader reste consumée par le raid. Ayant apparemment perdu la raison, elle continue de crier, accusant Hakon d'avoir tué Rekon, affirmant qu'elle en a été elle-même témoin lorsque Hakon a tiré une flèche vers Rekon. Cependant, son agressivité s'atténue lorsqu'elle remarque que sa poupée chérie tombe au sol. Il semble qu'Adir retrouve son calme, son expression s'adoucissant alors qu'elle regarde la poupée tomber.
Elle se rend compte que ses accusations précédentes n'étaient pas fondées. Adair croit fermement que Hakan ne ferait jamais de mal à Rakan. Serrant la poupée dans ses bras, Adair comprend qu'Hakan a fait tout ce qui était en son pouvoir pour aider son frère dans la guerre et que Rakan a sacrifié sa vie pour protéger Hakan, remplissant sa promesse à Adair. Les souvenirs du passé inondent l'esprit d'Adair, se rappelant quand Rakan l'a taquiné de manière enjouée, déclarant qu'elle ne pouvait pas supporter de voir Hakan souffrir même un peu, mais qu'elle pourrait supporter la douleur si c'était Rakan qui était blessé. Eder expliqua à ce moment-là qu'en tant que roi, Rakan avait le devoir de protéger Tyr afin qu'elle puisse supporter les larmes. Cependant, si quelque chose de malheureux devait arriver à son bien-aimé Hakan, elle ne pouvait même pas l'imaginer. En réponse, Rakan offrit à sa mère des sourires rassurants, s'engageant à protéger Hakan avec un dévouement sans faille. Il lui assura également que leur cher Hakan vivrait une vie de liberté, libéré des fardeaux de la royauté. Maintenant, fermement ancré dans le présent, Adair a pleinement repris ses esprits, reconnaissant les actions injustes qu'elle a dirigées envers Hakan dans son état d'inconscience. Exprimant son profond regret, elle crie que son comportement précédent était le résultat de sa folie temporaire et déclare son désir de s'excuser auprès d'Hakan. Elle supplie les gardes postés devant sa porte de lui accorder la permission de rencontrer la vulnérabilité d'Hakan lorsqu'il s'agit de sa mère. Garrett pense que cette agitation dissuadera Hakan de déplacer le corps de Rakan à Mézerlik. Avec un soupçon d'hésitation, Gilet partage la nouvelle qu'il a entendue sur le fait qu'Adar pourrait être envoyé dans la vallée du feu, exprimant son inquiétude qu'un tel sort conduirait sûrement à sa disparition. Cependant, après avoir vu de nombreuses personnes perdre la raison et quitter le palais en raison de « alors qu'Hakan vacille au bord de la mort, il a des hallucinations vives du moment où il a été blessé par le tueur de dragons, impuissant et incapable de bouger. Il aspirait à de l'aide jusqu'à ce que soudain la jeune Lucina apparaisse dans le présent. Lucina se retrouve dans la chambre de Hakan et le découvre allongé sur le sol, caressant doucement sa tête. Elle sent la chaleur intense émaner de son corps. L'expression de Lucina devient triste alors qu'elle se demande si elle peut faire confiance à Hakon et se tenir à ses côtés. Bien qu'elle soit toujours incertaine, elle ressent un pincement de tristesse dans son cœur. En voyant la souffrance de Hakon, les souvenirs de sa rencontre avec le dragon blessé refont surface, évoquant une profonde compréhension de la douleur qu'il doit endurer. Déterminée, Lucina utilise ses capacités de guérison pour soigner les blessures de Hakon, poussée par son désir de soulager sa douleur. Soudain, Hakon se réveille et se retrouve seul dans la pièce. Il prend un moment pour rassembler ses pensées, ressentant une sensation persistante comme s'il avait été plongé dans un rêve vivant. Le souvenir de sa précédente blessure semble étonnamment réel. Stupéfait, il examine sa blessure complètement guérie, consumé par l'émerveillement et se demandant comment une guérison aussi miraculeuse a pu se produire. Turan et le prêtre sont en route pour voir Hakon. À leur grande surprise, ils rencontrent Hakon à mi-chemin qui semble complètement en bonne santé malgré sa grave blessure de la veille. Turan s'enquiert de son bien-être, emmenant intentionnellement le prêtre avec lui pour évaluer son état dans un premier temps. Cependant, en voyant Hakon complètement rétabli, Turan est fou de joie. De manière inattendue, Hakon demande au prêtre s'il est venu dans sa chambre pour le guérir la nuit précédente. Le prêtre nie avoir rendu visite à Hakon. Hakan se tourna vers Turan et lui demanda s'il avait utilisé l'eau bénite pour soigner sa blessure. Turan s'en montra encore plus confus, déclarant qu'il n'avait pas commis un tel acte. Alors que Hakan essayait de donner un sens à la situation, il se demanda comment sa blessure causée par la flèche noire avait pu guérir en une demi-journée seulement, d'autant plus qu'elle s'était aggravée à cause de son comportement fou furieux. Néanmoins, Turan interrompit la contemplation d'Hakon, soulagé que la blessure ne soit pas aussi profonde qu'il le pensait au départ. Le prêtre ajouta que le rôle d'Hakon en tant que dragon gardien aurait pu accélérer le processus de guérison. Hakon dirigea son attention vers son garde et lui demanda si quelqu'un avait visité sa chambre la nuit précédente. Le garde informe Hakon que Lucina lui avait rendu visite, exprimant son désir d'observer Hakon pendant qu'il dormait. Choqué par cette révélation, Hakan se rendit compte que les événements de la nuit dernière n'étaient pas un rêve. Il demanda alors au garde où se trouvait Lucina. Pendant ce temps, à l'extérieur de la chambre d'Adar, les gardes échangent des regards inquiets, se demandant pourquoi il y a un silence inhabituel à l'intérieur.
Il spécule que quelque chose aurait pu arriver à Hadar, étant donné qu'elle a pleuré toute la nuit. Inquiet pour son bien-être, ils décident d'enquêter sur la pièce. Cependant, à leur grande surprise, ils découvrent une chambre vide avec la fenêtre grande ouverte devant eux. Leur colère monte, réalisant qu'Hadar s'est enfui. Dans la chambre de Lucina, Titi s'inquiète en observant le comportement sombre de Lucina. Tentant de lui remonter le moral, Titi lui présente un livre détaillant l'histoire de Tayar et de ses dragons. En tendant le livre à Lucina, Titi suggère qu'il serait bénéfique pour Lucina de se familiariser avec le sujet, compte tenu de son futur rôle de reine de Tayar. Cependant, l'objectif principal de Lucina est de vérifier la véracité des paroles de Gilles. En feuilletant les pages, Lucina se rend compte avec perplexité que le livre ne contient que du texte écrit sans aucune illustration. Lucina explique qu'elle est incapable de lire les mots, comme le dit sa belle-mère. La baronne Berg ne lui a jamais appris à lire et à écrire. La capacité de Lucina à parler est uniquement le résultat de son propre apprentissage assidu. Se tournant vers Titi, Lucina lui demande si elle sait lire et lui demande de lui lire le livre à haute voix. En observant l'écriture du livre, Titaï explique que Tayar possède différents types de systèmes d'écriture et que le livre utilise une ancienne écriture de dragon que même Titi ne peut déchiffrer. Soudain, de nulle part, ils entendent une voix qui appelle Oki, qui est le surnom de Aken donné par Hadar. Alors que la porte s'ouvre, Hadar entre dans la chambre de Lucina, surprenant Lucina et Tidi. Inquiète de l'apparence d'Hadar, Lucina et Titi s'approchent d'elle et s'enquièrent de son bien-être. Serrant fermement la poupée, Hadar semble déconcerté et mentionne qu'elle recherche Hoki. Ignorant la véritable identité d'Hadar, Lucina et Titi lui demandent si elle fait référence à son fils. Remarquant le livre que Titi avait placé sur la table voisine, Hadar le saisit soudainement, déclarant fièrement qu'elle est l'auteur du livre. Lucina cherche confirmation qu'Hadar a bien écrit le livre, ce à quoi Hadar affirme avec confiance. Elle révèle qu'elle l'a écrit pour le lire à ses fils. Lucina ressent un sentiment de soulagement, ayant trouvé quelqu'un qui sait lire et parler l'ancien langage des dragons. Hadar prend alors un stylo et commence à écrire dans le livre, informant Lucina qu'elle lui apprendra. Alors qu'il se dirige vers la chambre de Lucina, Akan marche avec une expression confuse, perdu dans une profonde contemplation. Il réfléchit à la possibilité que Lucina soit la même petite fille qu'il a guérie il y a 10 ans. Cependant, il se demande pourquoi Lucina n'a jamais utilisé son pouvoir de guérison pour guérir sa propre éruption cutanée, si elle possède vraiment de telles capacités. Néanmoins, son esprit continue de s'emballer, envisageant la possibilité que Lucina cache ses pouvoirs aux autres. En arrivant devant la porte de la chambre de Lucina, Akan se demande toujours si Lucina est vraiment la jeune fille qui l'a sauvée. À sa grande surprise, il entend la voix d'Hadar émaner de l'intérieur de la chambre. Observant Hadar enseigner à Lucina l'écriture ancienne du dragon, Lucina semble confuse, ce qui pousse Lucina à lui rappeler qu'elle recherchait initialement son fils, Ok. Cette révélation laisse Hadar perplexe, comme si elle avait oublié tout ce qui s'est passé plus tôt. Soudain, ils sont surpris par le son de la voix de Aken qui s'enquiert de leurs activités. Surprise par la présence inattendue de Aken, Lucina l'appelle depuis son emplacement. Aken se demande pourquoi Hadar est ici au lieu d'être dans sa propre chambre. Hadar reste silencieux, regardant Akan. Lucina se lève et explique à Akan qu'elle apprenait à lire et à écrire avec Adi. Lucina connaît Hadar sous le nom d'Adi. En entendant Lucina appeler Hadar Adi, Akan devient perplexe. Lucina précise alors qu'Adi était celui qui l'avait aidé dans le passé, demandant à Akan s'il connaissait Adi. Observant le langage formel d'Akan et son comportement respectueux envers Adi, Lucina se demande si Adi occupe une position élevée. Alors que Lucina et Akan discutent, Hadar continue de paraître perplexe. Soudain, elle se rend compte que la personne devant elle est Akon. Hadar appelle Akon, les larmes aux yeux, alors qu'elle se souvient qu'elle cherchait effectivement Akon. Hadar retrouve son calme, les larmes coulant sur son visage, alors qu'elle exprime un profond regret pour ses actions précédentes. Témoin de cette scène depuis son point de vue, Lucina est remplie de confusion.
Dans les limites du palais de la reine, Gareth descend les escaliers menant à une chambre cachée, plongée dans la contemplation du rapport relayé par son serviteur. Le serviteur a suivi avec diligence les instructions de Gareth, s'assurant que la fenêtre des quartiers d'Adair restait ouverte, permettant à Adar de s'échapper. De plus, le serviteur a vu Adar se diriger vers Lucina. Gareth voit le palais et observe plus tard le roi Aken se diriger également dans cette direction. Cherchant conseil auprès de Jerrit, la servante s'enquiert de la marche à suivre. En entrant dans la pièce, Jerrit dirige son attention vers Gilei, posant la question de sa préparation. Gilei, assis par terre au milieu des préparatifs du rituel de magie noire, tremble avec hésitation mais confirme qu'il est prêt. Malgré son appréhension concernant sa sœur, Gilei tente d'exprimer son opinion à Gareth. Il exprime son inquiétude quant au fait qu'Adar a déjà perdu la raison, avertissant que la soumettre à davantage de magie noire rompra définitivement ses liens avec la réalité. Cependant, Gareth pousse vigoureusement la tête de Jill, déclarant fermement qu'Adar s'oppose à son union avec Akan et a tenté de l'évincer du palais de la reine. Gareth insiste sur le fait qu'Adar ne doit jamais retrouver sa raison. Menaçant Jill, inonde l'esprit d'Adar, représentant Lucina visant une flèche noire sur un jeune Akon. Rongé par la rage, Adar lève la main, serre fermement le stylo et lance une attaque sur Lucina, muette. Témoin de l'escalade de la situation devant lui, Akon intervient rapidement, retenant Adar et lui arrachant le stylo des mains, le jetant de côté. Cependant, alors que Akon tourne son attention vers Lucina, il est frappé de choc lorsqu'il la voit se couvrir un œil avec incrédulité. En ouvrant sa main, une cicatrice se grave sur son visage. Aken bouillonne de colère, témoin du mal infligé à sa bien-aimée. Pendant ce temps, Adar, toujours perdu dans son état dérangé, crie des accusations, accusant Lucina de la mort de son fils et exprimant son désir tordu de la tuer. Aken, rendu muet, serre fermement Lucina tremblante dans ses bras, le cœur brisé par les actions d'Adar. Il appelle les gardes, demandant de toute urgence leur aide, tout en berçant Lucina de manière protectrice. Dévasté par les actions d'Adar, Aken pense qu'Adar cherche désormais aussi à faire du mal à sa bien-aimée. Il se réconcilie avec le fait que si Adar exprimait sa colère sur lui, il pourrait le supporter, car il porte déjà la culpabilité de la mort de son frère. Alors que les gardes retiennent Adar, les larmes coulant sur le visage d'Akon, il leur ordonne de l'emmener dans la vallée de feu. Avec une détermination inébranlable, il déclare que quiconque fait du mal au roi ou à son épouse sera sévèrement puni. Les gardes escortent docilement Adar affaibli, ses forces épuisées. Continuant à bercer Lucina dans ses bras, Akon demande à Titi d'appeler le prêtre. Évitant le contact visuel direct, Akan ressent un profond sentiment de culpabilité que Lucina ait été blessée. Akan se reproche de ne pas avoir traité correctement le criminel et promet qu'un tel incident ne se reproduira plus jamais.